Grâce à l'invention de l'imprimerie, qui date de 1455, les idées circulent plus vite. Et les grandes découvertes ont changé le regard sur le monde qui apparaît désormais plus vaste et plus divers. Mais ces deux éléments sont des conditions plutôt que des causes de la Renaissance. En effet, toutes ces nouveautés se sont accompagnées de la redécouverte de l'Antiquité, ce qui est un paradoxe. L'Antiquité n'avait jamais été oubliée, on avait continué de cultiver les lettres grecques et latines, sous les Mérovingiens, sous les Carolingiens. Mais en 1453, la prise de Constantinople par le sultan ottoman Mehmed II fit refluer vers l'Occident des savants grecs. Et ces savants grecs firent redécouvrir certains textes et ravivèrent le goût pour l'Antiquité. Tandis que l'imprimerie permettait aussi de diffuser les textes les moins importants, et ainsi de les découvrir ou de les redécouvrir. Et ce goût ravivé pour l'Antiquité tourna quelquefois presque à la manie. On va découvrir des philosophies antiques, l'épicurisme, le stoïcisme, qui sont des philosophies plutôt un peu littéraires. Et puis en peinture et en sculpture, on imita encore davantage l'art de l'Antiquité, en respectant les formes anatomiques, et on se servit aussi des mathématiques pour composer les tableaux. C'est la Renaissance italienne qui s'épanouit au XVe siècle, qu'on appelle le Quattrocento. Et dans cette Renaissance italienne, la fresque reste à l'honneur, avec bien sûr les grands noms de Raphaël et de Michel-Ange. Mais l'architecture se transforme par l'imitation de l'architecture antique. On use et on abuse des colonnades, des frontons et des dômes, des frontons et des colonnades. Il y en a partout. Alors les rois de France, dit-on, découvrir la Renaissance italienne à l'occasion des guerres d'Italie. C'est une manière sans doute de justifier ces guerres, qui n'avaient en fait pas grand sens, car la Renaissance italienne serait arrivée en France par les marchands et par les savants tout aussi bien et même peut-être mieux. Toujours est-il que les châteaux forts, qui ont perdu de leur utilité, cèdent la place à des demeures d'agrément et de prestige beaucoup plus aérées et mieux décorées. Ce sera l'époque des châteaux de la Loire. Mais il y a une autre Renaissance qu'on oublie un peu trop, c'est la Renaissance flamande. Et on l'oublie d'abord parce qu'elle se place beaucoup plus dans la continuité de l'art antérieur, celui qu'on a appelé, à partir de la Renaissance justement, l'art gothique. Cette deuxième Renaissance s'épanouit en Flandre parce que c'est l'autre région très riche d'Europe avec l'Italie du Nord. Mais une autre raison pour laquelle on l'a oubliée, c'est qu'elle s'est faite loin de la cour des rois de France. Il faut dire que sous Louis XI, cette cour n'était pas tellement flamboyante. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle contrastait fortement avec la cour du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, grand rival du roi de France. C'est lui qui était suzerain de la Flandre, dont la ville la plus riche était Bruges, qui eut pour capitale. Cette capitale fut remplacée par la suite par Bruxelles. Ces deux capitales furent ensuite des capitales des empereurs du Saint-Empire romain. Mais le duc de Bourgogne, comme son héritier l'empereur du Saint-Empire, les Habsbourg, furent des rivaux des rois de France, donc on préféra se rattacher à l'idée que la Renaissance était exclusivement italienne. Et dans la Renaissance flamande, c'est la peinture à l'huile qui se développa davantage. Elle permit de se détacher de la fresque qui était liée aux grands monuments et de développer un art plus réaliste et plus intimiste, et notamment l'art du portrait, avec Van Eyck ou Holbein. Car cette Renaissance flamande a de grands échos en Allemagne, avec également le développement des graveurs allemands, dont le plus grand fut Dürer. Et il y eut une très grande école de ceux qu'on appelle les primitifs flamands, comme Van der Goes, Van der Weyden, Van Eyck, Memling ou Jérôme Bosch. Je ne vais pas faire un catalogue, il y en a beaucoup, on peut les admirer notamment à Bruges. Et la Renaissance française tiendra autant, au moins, de la Renaissance flamande que de la Renaissance italienne.